Le débat sur les terrasses estivales est tranché, enfin presque. En tout cas, ils ont bénéficié d'une extension d'une heure. Je vous parle bien sûr des cafetiers et des restaurateurs qui pourront continuer à accueillir des clients en terrasse jusqu'à 23h. Une heure de chiffre d'affaires de plus pour certains, une heure de nuisance sonore de plus. Pour les autres, les riverains, ils n'ont pas tardé à réagir, vous vous en doutez, pour faire savoir leur mécontentement, alerter aussi sur les conséquences sur leur qualité de vie et leur santé. On va justement en parler en plateau avec nos invités, essayer de comprendre aussi ce que ça représente évidemment pour nos restaurateurs parisiens et puis pour nous qui adorons les terrasses. On le voit, les Parisiens sont toujours très nombreux dès qu'il y a un rayon de soleil. On va en parler avec Franck Delvaux. Vous êtes président de l'UMI Paris Île-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alexis Motré, gérant du restaurant Les Marronniers dans Paris 4e, et Nicolas Martin-Lalande, membre du bureau de l'ADRAC, c'est l'association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles. J'aimerais qu'on commence, messieurs, avec ce tweet de Nicolas Bonnet-Ouladj, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge du commerce. Samedi soir, les terrasses étaient pleines pour fêter la victoire du PSG à Paris. Elles sont bien plus qu'un aménagement, ce sont des lieux de joie, de partage, de vie populaire. Alors évidemment, ils se félicitent de l'engouement des Parisiens pour les terrasses. On s'en félicite tous. En tant que restaurateur, j'imagine que c'est évidemment un point positif, cette heure supplémentaire. Elle a été accueillie très positivement par le secteur. Qu'en est-il pour vous, Alexis Motré ? Nous, c'est tout bénéfique. Après, rajouter une heure de terrasse estivale supplémentaire, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une heure pleine de chiffre d'affaires, étant donné qu'un quart d'heure avant l'heure légale, on déplace les clients, on plie, parce que la police municipale est très vigilante sur le sujet. Très vigilante, voire limite harcelante des fois, surtout dans Paris Centre. Bon, on y reviendra évidemment. Franck Delvaux, qu'est-ce que ça représente pour la profession ? C'est un signal positif qui est envoyé aux cafetiers, aux restaurateurs ? Oui, c'est un signal positif. Il faut souligner, dans une période économique difficile, pour les bars, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, pour les bars, les restaurants, un nombre important de restaurants déposent le bilan dans notre pays aujourd'hui. 20 restaurants par jour ferment aujourd'hui dans le pays. Donc aujourd'hui, c'est un point positif. Pendant les Jeux Olympiques, nous avions pu ouvrir jusqu'à minuit. Là, on a obtenu, en discutant avec la mairie, de pouvoir ouvrir jusqu'à 23h. Est-ce qu'il y a une sorte de jurisprudence JO sur ce sujet ? Est-ce que le fait d'avoir réussi à ouvrir jusqu'à minuit pendant cette période olympique a permis peut-être de faciliter les négociations, de dire, vous voyez, ça a bien marché pendant cette périodicité des Jeux, donc ça a des raisons de pouvoir continuer à bien fonctionner l'été ? Alors, si vous voulez, n'en déplaise aux associations de riverains... on va leur donner la parole, évidemment. Oui, qui m'adorent sur les réseaux sociaux. Reprenons un peu l'historique. Sortie de Covid, discussion avec la mairie de Paris, ça s'appelait les terrasses éphémères, 12 000 terrasses éphémères. 12 000 terrasses éphémères. Aujourd'hui, c'est environ 4 200 terrasses estivales. On parle d'un chiffre autour de 5 000, c'est un peu moins ? Beaucoup moins, 4 200 terrasses estivales aujourd'hui sur Paris. Donc on a quand même bien réduit. Je vous accorde que sortie du Covid, c'était un peu tout 12 000, et n'importe quoi. c'était trop ? C'était tout et n'importe quoi, mais les gens avaient envie de sortir. Et puis à Paris, beaucoup de Parisiens n'ont pas la chance d'avoir des appartements de 100, 200 mètres carrés, avec des balcons, avec des jardins. Donc la terrasse, c'est la pièce en plus. C'est la pièce en plus, la terrasse. Et c'est l'art de vivre à la parisienne. Ça, c'est vrai que c'est une question d'art de vivre qui est très intéressante. On va y revenir. J'aimerais quand même qu'on donne la parole assez rapidement à Nicolas Martin-Lalande. Vous représentez les riverains. Il y a de nombreuses associations qui se plaignent, qui disent que en fait, ça fait énormément de bruit, que c'est des nuisances importantes, des nuisances quotidiennes. Est-ce que vous les rejoignez ? Alors la DRAC, c'est une association originale parce que parmi ses adhérents, il y a à la fois des habitants, donc des riverains, mais il y a également des commerçants. Donc c'est précisément une association dans laquelle on essaye d'élaborer des compromis raisonnables, si je puis dire. Nous, on considère que les terrasses font partie de l'ADN de Paris. Vous l'avez dit, il y a un petit côté Parisian way of life, et la métaphore est pas bonne, mais Paris sans ses terrasses, il y aurait un petit côté croissant sans beurre. Ça existe, c'est possible, mais ça n'a quand même pas... la même saveur. Ouais, exactement. En revanche, il y a aussi, de l'autre côté, un enjeu de qualité de vie, santé publique, de santé et publique. De qualité de vie dans le fait de contenir un certain nombre de nuisances sonores. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il faut trouver un équilibre harmonieux entre les intérêts légitimes des commerçants d'un côté, des habitants de l'autre, entre d'un côté le dynamisme de la vie économique, de la vie nocturne, et de l'autre... Et alors le compromis, concrètement, il est où ? Mais ça veut dire qu'il faut encourager et soutenir les bistrotiers et les restaurateurs qui font bien les choses, mais ça veut dire aussi, il y a parmi eux parfois une minorité, mais qui existe néanmoins, et si je puis dire de vilains petits canards, et là il faut être plus ferme, il faut qu'il y ait une tolérance probablement davantage zéro. Je ne veux pas faire de la mauvaise paraphrase d'une gradation d'un célèbre ancien Premier ministre, mais je crois que si tu dérapes, tu fais attention, si tu récidives,
tu payes, et si tu multi-récidives, tu fermes. On pense qu'il faut être plus ferme avec celles et ceux qui ne respectent pas la réglementation. Et pour que justement ça bénéficie à ceux qui la respectent. Exactement, et qui n'ont pas besoin de cette mauvaise publicité, si je puis dire. Alexis Motret, est-ce que c'est dur à respecter au quotidien quand on est restaurateur? Parce que je sais que vous faites la police finalement aussi auprès de ceux qui font un peu de bruit, qui ont du mal à partir, qui veulent pas... On fait la police à tout le monde. Parce que c'est notre rôle de commerçant de quartier aussi. On fait la police à des riverains qui ennuient le quartier, à des gens qui essayent de rentrer dans les immeubles, à des pickpockets, à des dealers qui des fois viennent dans le quartier. Donc oui, on fait la police aux clients aussi, surtout parce que quand on est cafetier aujourd'hui, on est terrassier, on sait tenir des terrasses, on veille à ce que les gens s'installent correctement. Souvent, on voit nos terrasses de café à la parisienne, dites à la parisienne parce qu'ils sont côte à côte. Souvent, ils arrivent, ils retournent les chaises. On leur explique que non, c'est côte à côte. Et au niveau des terrasses estivales, oui, c'est compliqué. Souvent, des fois, on se fâche avec des clients parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous deviez fermer? Souvent, ce ne sont pas des Parisiens. Mais non, on ne ferme pas parce que nous, quoi qu'il arrive, on ferme à 2h du matin dans nos cafés. Donc comment est-ce que ça se passe finalement très concrètement pour les restaurateurs? Nous, en fait, on plie la terrasse estivale et on déplace les clients sur notre droit de terrasse annuel. Et ça, il faut le faire un quart d'heure à peu près avant leur dite, donc oui. Un quart d'heure avant. Anticiper aussi, si les gens veulent dîner en terrasse, ne pas les mettre devant, attendre une table derrière. Donc des fois, ils ne veulent pas attendre parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne les installe pas devant. Donc c'est une certaine logistique. C'est une grosse logistique. Et puis après, moi, ce que je dénonce un peu par rapport à certains ressentis de riverains, c'est que les terrasses estivales, il y a quand même pas mal d'établissements dans Paris qui ont eu des terrasses estivales encore et dont les terrasses ne sont pas forcément leur métier. C'est-à-dire ? On voit des boulangeries qui ont des terrasses estivales, on voit des sandwicheries. Mais ça, c'est pas la faute des associations de riverains, non? C'est la faute de la mairie de Paris qui délivre des autorisations. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus... J'ai peur que des fois, les riverains fassent l'amalgame. D'accord, qu'on mélange finalement le bruit. Il y a des établissements qui avant fermaient à 19h, qui aujourd'hui ferment à 22h, parce qu'ils ont une terrasse estivale. Et ça participe à ce bruit ambiant et donc à ces nuisances. Ils ne vont pas forcément gérer leur terrasse comme nous, on sait le faire, notamment au niveau du bruit. Nous, on a l'habitude, on ferme à 2h du matin nos établissements, donc nous, on n'a jamais voulu être en conflit avec nos voisins dans nos cafés. Enfin, je parle pour moi, mais pour beaucoup de mes collègues. Donc vous avez l'habitude de faire attention, vous avez l'habitude de gérer ces terrasses. Mais on gère et ce n'est pas le cas de tout le monde. De gérer même la rue, en fait. Parce que finalement, même quand nos voisins abusent, on échange pour éviter justement qu'on passe pour les vilains petits canards. Mais après... Je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de terrasses estivales qui sont délivrées par la mairie qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous le constatez, ça, Nicolas Martin-Lalande ? Il y a des sandwicheries aujourd'hui qui n'ont même pas de toilettes pour les clients, on leur donne des terrasses. Il y a des boulangeries qui se transforment en café alors que ce n'est pas leur métier. Et voilà, ils ont, enfin, c'est pas péjoratif, mais ils ont quand même du mobilier qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous, nos terrasses de café, c'est du beau mobilier parisien qui donne une image de la ville de Paris. Et qui participe à ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Delvaux, cet art de vivre à la parisienne. Quand les touristes viennent, que soit les Parisiens, les provinciaux ou les touristes, ils viennent à Paris, ils vont au musée et ils vont sur nos terrasses de café, même quand il fait froid. Ils veulent prendre leur petit déjeuner en terrasse, ils veulent pas aller à l'intérieur, ils veulent découvrir ça. Le petit déjeuner parisien dans une terrasse. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai pas retrouvé ça partout là où j'ai été. C'est un ADN très parisien. Est-ce que vous constatez Nous, sur le secteur des Halles, Beaubourg et Montorgueil, dont s'occupe l'association, on constate une augmentation à peu près de 10% par an du nombre de terrasses, et ça représente entre 40 et 45% depuis 5 ans. La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport en janvier dernier. De mémoire, il y a plus de 26,5% de terrasses en 5 ans, avec une emprise sur le domaine public qui a augmenté de 60%. Je parle sous votre contrôle. Donc nous, on le constate dans le centre. Une inflation. Oui, ensuite, l'inflation n'est pas en soi mauvaise. Encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a les bons bistrotiers, restaurateurs dont les terrasses... Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Exactement. Et l'idée, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie en étant davantage en soutien des bons élèves, mais en étant bien plus ferme vis-à-vis des mauvais. Coercitif avec ceux qui dépassent les bornes. Vous avez raison de parler d'inflation. Alors, l'année où il y a eu le plus de nombre de dossiers déposés auprès de la mairie de Paris, c'était en 2022. 9600 demandes d'installation, 300 nouveaux dossiers seulement cette année, donc on voit que les choses se régulent malgré tout. J'aimerais qu'on revienne quand même sur la situation des restaurateurs, Franck Delvaux. On sait qu'ils ont beaucoup souffert évidemment avec la période du Covid. Après, il y a eu d'autres moments difficiles à venir avec évidemment l'inflation, la hausse du prix des matières premières, le coût de l'électricité qui a flambé aussi, la difficulté à trouver du personnel, les zones à trafic limité. C'est une profession qui a besoin d'être soutenue ?
Oui, c'est une profession qui est dans la difficulté. Vous avez oublié le télétravail. J'ai oublié le télétravail. Le télétravail en Ile-de-France, c'est... Après, on peut télétravailler dans un café ou dans un restaurant. Oui, je donne des idées à ceux qui nous écoutent. C'est quand même très compliqué. Plus sympa. Il y a beaucoup de gens qui, Franck, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris qui n'habitent pas à Paris. C'est vrai aussi. Le télétravail a complètement changé. Avant, on avait le vendredi midi qui était le meilleur service de la semaine. Aujourd'hui, le vendredi midi, il n'y a plus grand monde, il y a plus de monde dans les gares que dans les restaurants à Paris. Donc oui, c'est une profession qui souffre. Et je voudrais, ça rebondit un peu, et on aura quand même un point d'accord avec l'association de riverains, c'est le nombre de ce qu'on peut appeler de street food et de fast food qui se développent à Paris. On ne peut pas vouloir dire qu'on est le pays de la gastronomie et laisser en toute liberté, vous prenez par exemple l'autre fois, j'étais rue de Réaumur, il n'y a que ça, du street food, du fast food, du street food, du fast food. Et comment on dit stop ? Comment on dit stop ? Eh bien, c'est simple. En mettant, pour avoir un établissement, comme mon collègue qui a un établissement avec une licence 4, il a dû passer un permis d'exploitation. Eh bien, disons que pour tout établissement qui sert de la nourriture, qui sert de la boisson, il faut un permis d'exploitation. Les street food se développent sans permis d'exploitation. Quand on dit qu'une grande marque, et je ne vais pas les citer pour pas avoir de problème, de fast food, va devenir le bistrot du dernier village français, et que la ministre ne réagit même pas, eh bien moi, ça m'inquiète et je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. C'est pas ça la gastronomie française. Donc il faut défendre, encore une fois, ceux qui font les choses bien, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il faut défendre nos cafetiers, il faut défendre nos restaurateurs. On ne doit pas pouvoir ouvrir un établissement, et là on parle de Paris, dans Paris de street food, sans avoir un permis. Un permis pour dire pourquoi, c'est quoi l'hygiène, c'est quoi les règles de terrasse, c'est quoi ça. Et d'ailleurs, le préfet... Un exemple, à street food, normalement, quand on fait de la vente à emporter, il faut des poubelles sur la façade. Ils n'ont jamais de poubelles. Donc les papiers, il y en a partout. Donc c'est un certain nombre de règles, finalement, de petites règles qui changent tout. Vous parliez tout à l'heure du fait d'avoir des toilettes dans un établissement, vous parliez du fait d'avoir des poubelles. Pour avoir une terrasse de café, il faut des toilettes. Alors comment font ceux qui n'en ont pas et qui obtiennent malgré tout un permis pour On a beau le dénoncer, parce que nous on est quand même juste à côté de l'hôtel de ville. Hein. Vous n'êtes pas loin, c'est vrai. On a beau le dénoncer. Mais donc vous faites comment quand c'est comme ça que vous allez toquer ? J'ai même eu un voisin qui chauffait encore sa terrasse. Et ça a mis du temps avant qu'ils aillent le voir. Mais voilà, en fait, moi ce que je vois à travers ça, c'est que moi je travaille avec mon frère, mais notre métier c'est, on a des cafés, on a des bistrots depuis très longtemps. Mes grands-parents ont un bistrot. Ma belle famille était dans le métier aussi. C'est une profession, c'est une vision, c'est une image. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ce marché-là qui n'ont pas du tout les codes. Et c'est pas péjoratif, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, comme dit Franck Delvaux, si ça continue, les rues parisiennes vont être remplies de groupes, de fast-food, de prêt-à-porter. On le voit dans le Marais. Et ça casse l'image de Paris et ça détériore notre qualité de vie aussi. Entre les nuisances et voilà, parce que si dans les rues parisiennes, il n'y a que des commerces qui ferment à 19h, j'aimerais bien voir l'état des rues parisiennes entre 19h et 2h du matin quand il n'y a pas un commerce dans la rue. Et on le voit déjà un peu, hein, parce qu'avant, on voyait les éboueurs à 5h du matin. Il y avait des établissements de nuit. Moi, mes parents, quand j'étais enfant, ils sortaient des fois, ils allaient dans des cabarets, dans des choses comme ça. Il y avait de la vie la nuit. Ça se passait bien. Et il y avait de la présence. Du coup, et moi, j'ai toujours dit que la présence dans les rues de Paris pour les commerces, c'est une bonne chose parce que c'est sécurisant. C'est un regard sur la rue. Et forcément, moi, quand je rentre à 2h30 du matin et que je rentre vous préférez quand il y a du monde vers ma gare du Nord, je vois que il ne faudrait pas que certaines personnes traînent trop dans la rue en rentrant chez elles. C'est vrai qu'on parle assez peu du sujet de la sécurité. J'aimerais qu'on évoque quand même, avant d'y venir, le sujet des nuisances sonores et qu'on regarde ce tweet de Droit au Sommeil Paris qui a réagi justement au tweet qui a été d'abord lancé par l'adjoint à la mairie de Paris en charge du commerce. La mairie de Paris continue de cracher au visage des riverains et sur leur santé. L'adjoint au commerce, qui ne nous a jamais reçus, annonce l'ouverture des terrasses estivales jusqu'à 23h. C'était la seule concession obtenue lors de la pseudo-concertation sur les terrasses. Le mécontentement est là. La situation que décrivent les riverains, c'est un bruit insoutenable. Et ces 40 associations de riverains qui se sont mobilisées dénoncent et appellent à la vigilance puisqu'ils disent que dans un certain espace temporel qu'ils ne nomment pas, il y aurait 150 000 Parisiens qui développeraient des troubles de l'endormissement et du sommeil liés au bruit. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez ? Est-ce que vous êtes convaincu finalement demain que le bruit peut avoir des conséquences sur notre santé ? Ça, je crois que c'est établi scientifiquement que le bruit est un enjeu de santé publique. La ville de Paris, d'ailleurs, s'en est emparée puisqu'elle a adopté un plan d'amélioration
de l'environnement sonore, et l'une des mesures de ce plan, c'est la mise en place de comités locaux du bruit. Nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que ces comités locaux du bruit soient mis en place. Plus il y aura d'échanges entre les commerçants d'une part, les habitants d'autre part, et enfin les pouvoirs publics, et mieux ce sera. La communication, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau familial, que sais-je, c'est toujours ce qui permet d'éviter un certain nombre de conflits, ou en tout cas d'atténuer l'intensité de ceux-ci. Donc, quand on parle du bruit, c'est très polymorphe, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a le bruit évidemment de la circulation, il y a le bruit qui est lié aussi pour certains logements à un très mauvaise qualité du bâti. Ouais. Et derrière, il y a évidemment les nuisances qui viennent de la rue. Ça peut être des personnes qui font du bruit dans la rue. Ça peut être en effet le bruit qui est généré par des établissements qui ont des terrasses qui sont très animées. Est-ce que la préoccupation principale aujourd'hui des riverains, c'est vraiment les terrasses quand on parle du bruit? Ou c'est finalement une multiplication de facteurs qui entraînent des qualités de vie qui sont détériorées? Je pense vraiment que ça dépend des quartiers. Dans certains quartiers réputés pour être très festifs, probablement, mais je pense que dans la majorité des quartiers de Paris, c'est plutôt le bruit lié à la circulation. Le bruit ambiant aussi, routière. Finalement. Et la circulation routière. Oui, absolument. C'est la circulation. Vous savez, j'ai discuté récemment à la mairie avec une association de riverains qui me parlait du canal Saint-Martin. Oui. Parce que c'est pas les cafés. C'est pas les cafés. Dès qu'il fait beau, vous allez le long du canal Saint-Martin. C'est des personnes qui s'installent sur le bord du canal. Regardez ce qui s'y passe. Il y avait un autre débat sur la cigarette. Là-bas, il n'y a pas que la cigarette qu'on fume le long du canal Saint-Martin. Il y a un peu tous les produits. Il y a de l'alcool parce qu'on va acheter ça dans des épiceries. Ouais, c'est vraiment un truc global. Puis on met sa musique aussi. Voilà, et on met sa musique de focaliser régulièrement sur ces 4000 terrasses estivales. C'est un peu, faut aussi un peu regarder peut-être une partie du problème. Et je dis pas, je défends pas l'indéfendable parce que je sais que dans mes collègues certains ne respectent pas et il y a des abus. Mais mais ils sont punis. Hein. Et cela faut les sanctionner. Et la police municipale, je peux vous dire le nombre d'amendes parce qu'on a des rendez-vous réguliers avec la police municipale. La police municipale de Paris est présente, met des amendes et il y a même des restaurateurs, des cafetiers qui sont saisis sur leur compte personnel. Mon frère et moi. Voilà, 1500 € chacun. On s'est fait saisir. Sur le compte sans recevoir un provisoire. Sans même avoir reçu l'amende. Il faut le dire ça aujourd'hui. Et remboursé au bout d'un an. Pardon, j'ai pas compris. En fait, ils ont constaté sans nous le dire. Parce que vous n'avez pas été notifié ? Très bien. Non. En fait, ils parlent d'objets ou de. Je me souviens un peu exactement de l'intitulé de la contravention, mais on ne sait pas si ça concerne une terrasse, une poubelle, la poubelle du voisin, la terrasse du voisin. Ils viennent pas nous voir. Il n'y a pas de proximité en fait dans la police municipale. Et ça fait longtemps qu'on le dénonce. Pour moi, un policier municipal, c'est de la proximité avec les riverains. Donc c'est d'abord de l'échange, d'abord de la discussion. La proximité avec des SDF dans un quartier. Ils doivent connaître tout le monde, en fait. Les policiers municipaux, ils sont sectorisés. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a aucune proximité, même avec nous. Et du coup, oui, on nous a mis des procès-verbaux, certainement, pour des terrasses. Mais nous, à aucun moment, on nous a notifié de ces PV. Et ils ont été mis en nom propre. Pas au nom de la société exploitante. Et ça, c'est légal ? Non, parce que de toute manière, déjà, pour mettre un procès-verbal, il faut le notifier. Donc il faut aller vers l'exploitant ou le responsable de l'établissement, prendre le nom de la société exploitante. À l'époque, ils venaient et on mettait même un coup de tampon. Comme ça, ils avaient le nom de la société. C'était mieux, ça ? Ça fonctionnait correctement. Ça fonctionnait. Nicolas Martin-Lalande, vous disiez tout à l'heure qu'on doit s'approcher de la tolérance zéro quand on parle de ceux qui exagèrent, de ceux qui sont dans des abus du quotidien, justement, notamment sur cette question du bruit et ces autorisations de terrasses estivales. Est-ce que, pour autant, vous déplorez vous aussi ce manque de communication, peut-être d'échange avec la police municipale et peut-être cette manière d'abord de dialoguer entre acteurs d'un quartier ? Oui, et je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg. Le manque de communication, il est plus généralement entre la mairie de Paris et l'ensemble de ses services, et puis les habitants et les commerçants. Nous, on le regrette, d'ailleurs assez régulièrement. On plaide pour la création de ce que l'on appelle un comité économique, social et environnemental local ou municipal qui serait chargé de conseiller le ou la maire de Paris et qui comprendrait les représentants des acteurs professionnels évidemment, mais des représentants des habitants aussi. Donc le problème est plus large. Le manque de communication entre l'hôtel de ville de Paris et le terrain est vraiment quelque chose que l'on déplore très régulièrement. Alors j'aimerais vous soumettre une proposition du maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Ma position n'a pas changé. Je pense que c'est une mesure c'est pas une mesure qu'il faut prendre sur toute la ville, mais qui devrait plutôt être à la main des maires, et selon les quartiers. Donc on passerait d'une logique par quartier,
par arrondissement plutôt que sur une logique globale sur la ville de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que, typiquement, je reprends votre idée de quartier. On se connaît, on sait qui est commerçant, qui fonctionne. On connaît Monsieur Veil, il vient nous voir de temps en temps. Et on le remercie parce que c'est pas le cas de tous les maires qui viennent voir leurs commerçants. Mais qu'est-ce qu'il pense d'un épicier qui reste ouvert jusqu'à 5h du matin dans le quartier et qui vend de l'alcool avec 3 pots de haricots au fond de son magasin? Il le sait. Hein. Et qui accepte les titres restaurants. Il le sait. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que après, on va dire qu'il y a encore des gens ivres qui traînent dans les rues parisiennes à cause des bars et des restaurants, mais là, c'est pas le cas. Et on le voit, excusez-moi, on va faire une aparté sur la fête de la musique. Moi, la fête de la musique, j'ai entendu tous les discours nous reprochant les bistrots, les terrasses, d'avoir eu des débordements avec des DJ, des machins. Nous, on l'a vécu rue des Archives, ça s'est très bien passé. Tous les ans, on l'a fait, ça se passe très bien. Comment vous expliquez alors l'état des rues de Paris le lendemain? C'est pas compliqué, les supérettes, les épiceries. La vente d'alcool, moi, j'habite dans le 10e libre. arrondissement. La vente d'alcool dans les épiceries est interdite à partir de 17h. Ça, c'est une bonne chose? Ils l'ont tous fait. Hein. Ils l'ont tous fait. Et pourquoi la préfecture ne demande pas l'arrêt de la... Nous, quand on vend de l'alcool à emporter, c'est dans des gobelets, on ne vend pas de verre. On a des poubelles. Le soir, on est parti à 4h30 du matin parce qu'on a tout ramassé dans la rue avec mes confrères. On a passé le jet partout parce qu'on sait que la mairie de Paris est débordée les lendemains d'événements comme ça. Bien sûr. Et cette année, ça a été relativement chaotique au niveau de Châtelet. Et je pense que monsieur l'a déploré, je l'ai vu qu'il l'avait déploré, et il a raison, mais c'est à l'image de la victoire du PSG en Ligue des Champions, quoi. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais c'est pas notre clientèle. C'est pas notre clientèle, et ça crée des débordements, et ça donne une mauvaise image. Et le problème, c'est que certains riverains... Vous le dites, on l'impute aux restaurateurs et aux cafetiers. Notamment le droit au sommeil, qui est très extrême, je trouve, dans ses propos parfois, fait trop d'amalgame avec des brasseries, des bistrots, des cafés. Oui, quand on regardez sûrement comment l'état devait être le canal Saint-Martin le lendemain de la fête de la musique, le long des quais de Seine, regardez le long des quais de Seine. Oui. C'était pas des restaurateurs, c'était pas des cafetiers. Quand vous passez le matin, tout traîne, etc. Donc aujourd'hui, à chaque fois, se focaliser sur 4200 terrasses estivales, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est trop facile. En sachant que dans les 4200, il y a des boulangers. Il y a des quoi, pardon? Il y a des boulangers. Oui. Donc il y en a peut-être moins que ça dans les bistrots. Et nous aussi, on appelle à ce que les arrêtés du préfet de police de Paris interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique soient mieux respectés. Ils ne sont absolument pas respectés dans le quartier des Halles. Ils ne le sont absolument pas. Nous, on a pas. une licence 4, on ne peut pas servir quelqu'un qui est ivre. On n'a pas le droit, sinon on perd la licence. Donc nous, on le fait. On le fait. On a l'habitude de gérer les gens alcoolisés. Mais quand vous laissez quelqu'un acheter une bouteille de vodka ou de whisky et se balader dans la rue dans Paris, il est libre. Personne ne va lui dire... Et puis je pense que les autorités, elles en ont un peu marre de gérer ce genre de choses, quoi. Donc je reviens sur ma logique d'arrondissement et la proposition d'Ariel Veil, c'est pas une bonne idée. Non, mais Ariel Veil, ce qu'il oublie de dire, c'est que dans son arrondissement, il a déjà, puisque le RET, le règlement des étalages terrasses de la ville de Paris, il a déjà une charte beaucoup plus drastique que la charte de la ville de Paris. C'est ce qu'il oublie de dire, Ariel Veil. Et il a déjà une charte beaucoup plus drastique. Donc, certains arrondissements ont déjà des chartes beaucoup plus drastiques. Donc, il y a déjà finalement un début de logique par arrondissement. Mais évidemment. Nous, quand on a repris après le Covid, on avait une contre-terrasse. Donc, on avait 60 places en plus. On avait commandé du mobilier, du beau mobilier. On avait acheté des parasols, on avait mis des jardinières. La maire de Paris était même venue déjeuner à sa réélection chez nous pour fêter sa réélection. On trouvait ça génial, machin. L'année d'après, on ne nous l'a pas donné. Pourquoi ? Parce qu'on a certains de nos voisins qui en ont trop abusé. Et le maire n'a pas voulu faire de cas par cas. Il a dit non. Par contre, le pain quotidien à côté de nous, ils ont une contre-terrasse. C'est quoi une contre-terrasse ? C'est une terrasse, en fait, vous laissez... Nous, on a 3 mètres de passage, voire 3,50 mètres de passage entre le premier arbre et notre terrasse. Et l'idée, c'était d'aménager entre les arbres, mettre des chaises et des tables, comme on avait fait à la sortie du premier Covid, de la première fermeture. Et vous n'avez pas pu continuer à le faire ? Non, parce que certains ont abusé. On l'a vu dans Paris. Il y a des gens qui ont fait des cabanes, qui ont mis des... des oursons, il y a eu des cafés, mais il y a beaucoup... Des fleurs. Après, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de... enlevé. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de terrasse
ils n'avaient pas de droit de terrasse à l'année, qui se sont découverts une activité de terrasse. Et une terrasse, ça s'apprend, ça se tient. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. J'aimerais qu'on parle des clients, des consommateurs. On a parlé de l'espace public au sens large. Est-ce qu'il faut aussi sensibiliser les personnes qui vont au restaurant, qui vont dans les cafés, qui sont en terrasse le soir, qui ne se rendent peut-être pas toujours compte qu'ils font du bruit, parce que finalement on parle quand même, on tient finalement les restaurateurs et les cafetiers responsables du comportement d'adultes, bon souvent responsables, majeurs et vaccinés. Il y a eu des campagnes de ça. Mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on y croit? Allez dîner à Paris, comme j'ai dit, à Paris, selon l'expression, vous n'allez pas dîner à l'heure des poules. C'est-à-dire qu'à Paris, on ne va pas dîner avant 20h, 21h. Oui, et puis si on est une bande d'amis, ça peut faire du bruit. Et donc une terrasse qui ferme à 22h, ça crée problème. Donc déjà 23h dans un restaurant, ça permettra quand même de lisser, de mieux gérer. Et après, effectivement, dans les bars, etc., parce que beaucoup, en fait, font l'amalgame entre les terrasses estivales, 23h, puisque là, ce qu'on a obtenu, et les terrasses pérennes qui peuvent aller jusqu'à 2h du matin. Beaucoup confondent les deux. Alors après, évidemment, au plus on avance dans la soirée, au plus on peut trouver des gens alcoolisés. Bien sûr. Et c'est un peu plus dur quand même, mais même c'est un métier de les raisonner. C'est un métier de les raisonner, et puis c'est aussi à chacun peut-être de se responsabiliser. Nous, on considère que la ville de Paris, l'hôtel de ville, devrait davantage sensibiliser et donc communiquer. Encore une fois, communiquer. Absolument. Informer. Puisque j'étais venu sur votre plateau pour parler police municipale, c'est un petit peu le même sujet. On regrette le manque de campagne de sensibilisation. Faire la fête à Paris, c'est un reflet du savoir-vivre et manifestement, on a de plus en plus de mal à faire la fête ensemble parce qu'il y a un problème de savoir-vivre et de civilité désormais dans le pays. Alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce que vous demandez par exemple? Alors nous, certaines des recommandations de la Chambre régionale des comptes nous parlaient, je pense notamment au fait de mettre un terme au renouvellement tacite des autorisations de terrasse. On considère que c'est bien tous les 5 ans de peser le pour et le contre, de voir un petit peu comment les choses se sont passées. Il y a eu des propositions aussi. Et donc de soumettre au bon respect des règles établies? Naturellement. Il y a eu des propositions de créer une sorte de permis à points. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis? Non, mais il y a des cafetiers parisiens qui se sont fait lourdement sanctionner parce qu'ils ne respectaient pas. Ils ont perdu leur terrasse. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Sur la rue du 4 septembre, il se reconnaîtra s'il écoutera. Donc les sanctions sont appliquées. Il n'a plus de terrasse. Et cette idée du permis à points? Il lui a enlevé le droit de terrasse et la mairie a dit on donnera le droit de terrasse si quelqu'un d'autre reprend l'établissement. Et cette idée du permis à points qui est soumise par... On a déjà des verbalisations. Aujourd'hui, l'urbanisme par rapport aux terrasses estivales, tous les ans, est capable de dire voilà, vous avez eu trop de PV, l'année prochaine, vous n'aurez pas de terrasse estivale. Ils sont capables de le faire. Après, le problème, c'est que est-ce que la police municipale fait correctement son travail? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elle ne se cible pas souvent sur les mêmes? Il y a un problème de RH aussi. Les inspecteurs de la rue qui s'occupent des terrasses et des étalages sont assez peu nombreux. C'est quelques dizaines. Sur Paris-Centre, sauf erreur de ma part, il y en a un. Donc il y a un vrai problème de ressources humaines. De moyens humains. Absolument. Pour contrôler le bon respect de la réglementation et qui, encore une fois, est préjudiciable aux bons bistrotiers restaurateurs, si je puis dire. Et aux riverains qui souffrent du bruit. Absolument. Et moi, c'est pour ça que ma conviction, c'est que les intérêts convergent et que c'est le même combat entre bons bistrotiers restaurateurs et riverains contre les mauvais. Plus de dialogue, donc. Moi, c'est ce que je retiens. Et ça sera le mot de la fin, Franck Delvaux, si vous voulez réagir. Oui, non, plus de dialogue, mais dans un esprit constructif. Voilà, moi, je reste sur mon sujet. Il n'y a pas que les terrasses estivales. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans Paris où il se passe tout et n'importe quoi sans aucun contrôle. Il y a des riverains qui font beaucoup de bruit aussi. Et il y a des riverains qui font beaucoup de bruit. Bon, c'est un sujet qui est intranchable. J'avais donc raison dans mon introduction. C'est un vrai casse-tête et ça continuera de l'être. Il faut trouver le juste milieu, mais c'est bien de faire du cas par cas aussi. On se quitte là-dessus ? Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour évoquer avec moi ce sujet des terrasses estivales dans Paris et la pollution sonore.